Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la revendication de la journée de 8 heures et sur ses origines. Puisque c'est une revendication historique du monde ouvrier qui est à l'origine du 1er mai, de la fête des travailleurs, et qui a été ainsi un horizon pendant plusieurs décennies pour les ouvriers en France, mais également dans le monde entier. Donc ça me semble important, et nous la compléterons par une vidéo globalement sur la réduction du temps de travail dans l'histoire, avant l'obtention de la journée de 8 heures et après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que les ouvriers ont des revendications, la question du temps de travail est un des points phares, un des points centraux des revendications. On a la question du salaire, des conditions de travail. Le temps de travail fait partie de ce triptyque. Et au sein de ces revendications pour la réduction du temps de travail, la journée de 8 heures était souvent l'objectif à atteindre. C'était l'horizon. Alors ils ont obtenu progressivement des réductions du temps de travail avant, soit pour certaines catégories de population. En 1847, c'est les femmes et les enfants en Grande-Bretagne qui obtiennent la journée de 10 heures. En 1900, là, c'est l'ensemble des travailleurs français qui ont la journée de 10 heures. En 1906, c'est les mineurs qui obtiennent la journée de 8 heures. Et du coup, en 1919, ça sera l'ensemble de la population française qui aura en théorie la journée de 8 heures. Mais ça, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on va voir les origines de cette revendication. Ensuite, dans une autre vidéo, on verra les différentes luttes menées jusqu'à l'obtention. Et après, on verra qu'une fois la loi votée, ça ne va pas s'appliquer aussi facilement et que ça va être progressif. Et donc, ça sera cette dernière vidéo sur le sujet, avant une dernière vidéo sur la réduction du temps de travail en général en France, avec les différentes dates. Du coup, les origines de la revendication de la journée de 8 heures. Ça vient à la base d'un slogan de Robert Owen émis en 1817. Alors, Robert Owen, c'est un socialiste utopique ou un socialiste pré-marxiste, c'est-à-dire un penseur critiquant le système capitaliste, prônant des avancées sociales et une nouvelle société, en fait, globalement, plus juste, plus socialisée dans son mode d'organisation, mais qui n'était pas marxiste. Socialiste utopique, c'était le terme plutôt utilisé par les marxistes pour un peu les dénigrer. Socialiste pré-marxiste, c'est un terme qui vient du fait qu'ils ont foisonné avant l'émergence du marxisme et que le marxisme, après, s'est imposé dans le mouvement socialiste, dans le mouvement ouvrier, et qu'à part les anarchistes, il n'y a plus vraiment eu de concurrents comme penseurs capables de concurrencer Marx au sein du mouvement socialiste, et donc ils ont périclité. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien afin que vous puissiez aller la regarder. Donc Robert Owen, c'est un riche industriel britannique qui dans ses industries va tenter d'appliquer ses idées. Alors il ne va pas aller jusqu'à la journée de 8 heures, il va appliquer les 10 heures de travail. On pourrait se dire, mais quel hypocrite, il veut 8 heures de travail, mais il n'est même pas capable de le faire là où il est le patron. Mais il faut voir qu'à l'époque, une journée de 15 heures, c'est plutôt la norme. Et que c'est pas rare de dépasser cette durée-là de journée de travail dans la journée. Donc 10 heures, c'est plutôt un gros progrès pour l'époque, et c'est non négligeable. Ensuite, il va également donc mettre à l'écrit ses idées, et c'est là qu'il va du coup théoriser la journée de 8 heures avec un slogan, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Ça fait 24 heures, c'est bien. Le compte est bon, la journée est complète. Ensuite, cette idée va se diffuser. Alors, cette diffusion va s'appuyer sur plusieurs choses. Déjà, il y a le développement des mouvements de population. Globalement, les personnes bougent pour aller travailler. Les ouvriers sont nombreux à devoir changer notamment de pays pour travailler. Ainsi, en France, en 1885, on compte 379 000 étrangers. C'est le début des recensements par nationalité à peu près fiables. Et 30 ans plus tard, on a 1 million d'étrangers en France. Et dans d'autres pays, on observe également beaucoup d'étrangers. Alors, il y a des pays plus accueillent, des pays plus, du coup, ils partent. France, Angleterre, ça accueille plus. Italie, ça part beaucoup, par exemple. Mais ça permet, du coup, des mouvements de population assez importants. Et donc, des échanges d'idées et des échanges culturels. Là, on a aussi les mouvements au sein des pays. Beaucoup de gens quittent, du coup, notamment en France et dans les pays industrialisés, on a l'exode rural. Les gens quittent les campagnes pour aller vers les industries, notamment vers les villes. Et en 1861, 11% des Français vivent dans un département qui n'est pas celui dans lequel ils sont nés. Et en 1881, ce chiffre sera de 15%. Là aussi, c'est des gens qui vont ailleurs rencontrer de nouvelles personnes et donc soit découvrir de nouvelles idées, soit en faire découvrir de nouvelles aux personnes qui vivent là où ils vont. Au niveau des mouvements de population, on a également la date de 1848 qui est importante. C'est la date du Printemps des peuples, qui est un grand mouvement européen de revendication. Alors, à la fois national, l'idée qu'un peuple a le droit d'avoir sa nationalité, son pays. Donc ça, c'est notamment le cas dans les grands empires multiethniques, notamment du coup dans l'empire autrichien.
Mais on a également des revendications démocratiques et des revendications sociales des ouvriers qui revendiquent des améliorations de leurs conditions de travail, donc de salaire, le fait d'avoir le droit au travail, pour là où il y a du chômage, de réduire le temps de travail, etc. Et donc ces mouvements ont lieu dans plusieurs pays d'Europe. En France, on a le renversement de Louis-Philippe, mais qui s'accompagne également, durant la Seconde République, dès les débuts, de mouvements ouvriers, notamment les journées de juin, qui revendiquent des mesures sociales et qui seront réprimées. De tels mouvements du printemps des peuples se retrouvent également en Pologne, en Prusse, en Autriche, à Vienne, en Italie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'international, mais qui souvent échoue. Souvent c'est réprimé, et ça conduit les meneurs souvent à devoir partir en exil. Plus dans des pays qui se montrent favorables à l'accueil. L'Angleterre, Londres est un gros centre d'accueil d'exilés. On est en Belgique, en Suisse, etc. Et il s'agit là de personnes assez politisées, assez cultivées, et qui souvent connaissent les socialistes utopiques, souvent connaissent Robert Owen, et donc la journée de 8 heures, et ça va contribuer à diffuser cette idée à travers l'Europe. Ensuite, en plus des mouvements de population, il y a un aspect qui joue, c'est l'augmentation de la taille des lieux de travail. On passe de plus en plus de la toute petite fabrique où on a 2, 3, 4, peut-être 10 personnes qui travaillent, à des grandes usines où on a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes qui travaillent, et on pourra même aller à des usines de plusieurs milliers de personnes. Alors en France, ce processus est lent, progressif, et la petite entreprise reste quand même très nombreuse. Il y a beaucoup de toutes petites entreprises en France, et les grandes usines restent rares. Mais leur nombre augmente, leur taille augmente. C'est quand même quelque chose qui s'observe, et ça aide aussi à la diffusion des idées. Déjà parce qu'il suffit qu'un ouvrier arrive dans une usine de 200 personnes en connaissant les idées socialistes, et il peut les répandre dans toute l'usine, auprès des 200 personnes, là où avant, il n'avait que 10 collègues auxquels, diffuser ses idées. En plus, dans ces grandes unités de travail, on a une plus grande conscience de classe. On a l'impression d'appartenir à un groupe collectif différent de celui du patron, de manière plus importante que dans une toute petite entreprise. Et ça permet donc aussi de plus facilement d'avoir des revendications communes qui se développent. Donc cette revendication sera officialisée au sein du monde ouvrier par l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864, et qui va prendre cette revendication de manière officielle en 1866. Alors, l'AIT, c'est une association qui réunit des organisations ouvrières à travers le monde. Des syndicats, mais également des organisations proto-syndicales, puisque dans un certain nombre de pays, les syndicats restent illégaux. En France, jusqu'en 1884, on n'a pas le droit officiellement d'avoir de syndicats. Donc c'est des organisations syndicales ou des associations des chambres de travailleurs, ou ce genre de choses, ou des organisations clandestines dans leur pays, qui se réunissent, essentiellement issues des pays industrialisés, donc d'Europe, États-Unis, avec comme ligne idéologique plutôt soit marxisme, soit anarchisme, qui sont les deux principaux courants, même si on trouve également des socialistes utopiques ou des réformistes démocrates sociaux. Mais les deux courants qui dominent, c'est ce qui va donner les communistes autour de Karl Marx, et les anarchistes plutôt autour de Bakounine. Elle est l'héritière de Proto-International qui avait existé avant, c'est-à-dire des premières tentatives du monde ouvrier de s'organiser internationalement. Ainsi, en 1848, on a eu la Ligue des communistes qui avait été créée, qui avait tenté déjà de réunir pour la première fois des mouvements ouvriers de manière internationale. Karl Marx y avait participé. C'est à cette occasion qu'il avait rédigé le manifeste du Parti communiste, qui se conclut d'ailleurs par prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ce qui montrait bien quand même cette volonté d'union internationale des travailleurs, qui était quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui, lié aux nombreux mouvements migratoires, est important au sein de la classe ouvrière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patriotisme, de nationalisme, etc. au sein des ouvriers. Mais l'internationalisme est important. Karl Marx est également important au sein de l'Association internationale des travailleurs. Il participe à la rédaction des statuts en 1866, statuts qui, prévoient la revendication de la journée de 8 heures. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de central, puisque c'est dans les statuts même de l'organisation. Bon, cette AIT va prendre fin en 1876, notamment du fait de des tensions et des divisions entre les marxistes et les anarchistes. Et en France, déjà, dès 1871, c'était compliqué, puisqu'il y a eu donc la Commune de Paris qui est violemment réprimée, et globalement, tout ce qui va être les cadres du mouvement ouvrier, qu'ils soient socialistes, marxistes, anarchistes, etc., beaucoup sont morts, en prison, en exil, déportés. Donc le mouvement ouvrier français est décapité, et donc l'AIT en France est décapité. Cependant, ces différentes difficultés en France et en Europe n'empêcheront pas la revendication de la journée de 8 heures de continuer d'exister et de se diffuser. Elle est notamment défendue en 1881 par Paul Lafargue dans un pamphlet. Paul Lafargue est d'ailleurs le gendre de Karl Marx, donc on reste en famille,
et qui publie donc cette année-là le droit à la paresse, qui met en avant l'idée qu'on peut travailler moins longtemps. Mais c'est surtout du coup en 1889 que les choses vont s'accélérer. On a la Seconde Internationale qui se fonde et qui reprend la revendication de la journée de 8 heures, qui était phare du coup dans la première, comme revendication phare de son côté, qui va la défendre au niveau international en prenant du coup l'organisation d'une journée internationale pour revendiquer la journée de 8 heures, donc ce sera le 1er mai. Donc ça, j'en parle dans une vidéo dédiée sur les origines du 1er mai, donc je vous invite à aller le regarder, je vous mettrai le lien. Et on a donc la diffusion de cette idée au sein des organisations syndicales qui se structurent. En France, depuis 1884, on peut se syndiquer. En 1895, on a la fondation de la CGT. Là, pareil, j'ai fait une vidéo sur le développement du mouvement syndical français et la fondation de la CGT, donc je vous invite à aller la voir pour en savoir plus. Sur le plan politique, avec les différents partis socialistes affiliés à la Seconde Internationale qui reprennent cette revendication et la diffusent. Et cette lutte va ainsi devenir de plus en plus importante en France avec ses deux piliers, politique et syndical. Nous allons commencer par étudier le pilier syndical, puisque ça a été celui qui a été le plus important dans l'obtention de la journée de 8 heures. Les luttes, en effet, ont été organisées en grande partie par les syndicats qui se structurent alors. Depuis 1884, ils sont autorisés en France. On a une fédération nationale des syndicats qui se crée. En 1892, on a la fédération des bourses du travail. Les bourses du travail étant des structures locales permettant aux ouvriers de s'organiser, à la fois en leur fournissant un lieu de réunion, un lieu pour organiser les mouvements sociaux, un lieu également d'éducation avec des bibliothèques populaires. C'est également un lieu de solidarité avec du coup une sorte de forme de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs au chômage, aux travailleurs blessés, malades, trop âgés de pouvoir avoir de l'aide. C'est également des lieux où on peut trouver des renseignements sur où trouver du travail, etc. Bref, ce sont des lieux importants pour l'organisation locale du mouvement ouvrier. Ça existe depuis 1880, il y en a de plus en plus. Et en du coup 1892, ça se structure au niveau national. En 1895, on a la fondation de la CGT en réunissant une partie des bourses du travail et la Fédération nationale des syndicats, renforçant la structuration du syndicalisme en France. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, donc je vous mettrai le lien. Mais en tout cas, on a cet essor donc, de la CGT qui est le principal syndicat français, le plus ancien aujourd'hui, et encore aujourd'hui un des principaux en France et qui a joué un rôle important dans notre histoire. On a à côté d'autres syndicats, des syndicats plus corporatistes, par exemple le syndicat des mineurs qui reste à part de la CGT, qui peuvent parfois porter aussi la revendication de la journée de 8 heures, mais parfois du coup juste pour leur profession et pas pour l'ensemble des travailleurs. On a également les syndicats chrétiens, etc. Du coup, ces différents syndicats gagnent en influence et en France, même si on est loin des taux de syndicalisation qu'on peut avoir en Allemagne, en Angleterre, on est autour des 20% de syndiqués en 1905, avec environ 4 millions de salariés, et dessus, du coup, plus de 800 000 personnes sont syndiquées, dont 200 000 à la CGT, qui est avec un quart des syndiqués et le syndicat le plus important de l'époque, et en plein essor, puisque 3 ans plus tôt, il n'était que 100 000. Donc on a un doublement des effectifs, donc on voit que l'influence syndicale se renforce, ce qui va appuyer les différentes luttes qui vont être menées durant la période, entre 1990 et la Première Guerre mondiale. Et ces luttes ont souvent la question du temps de travail au cœur, puisque, alors certes, c'est aussi la question des salaires, mais comme la journée de 8 heures, c'est réduire le temps de travail à 8 heures, mais en gardant les mêmes salaires, ça veut dire aussi une hausse du salaire horaire, et la question des conditions de travail, mais une réduction du temps de travail, c'est permettre de rendre le travail moins pénible, car même si une heure de travail reste tout autant pénible, ça va moins user, moins briser le corps qu'une journée de 10-12 heures, comme c'était encore courant à l'époque. Et pour ce qui est de cette organisation du syndicalisme en France, il est variable en fonction des domaines, puisque le taux de syndicalisation est de plus de 60% dans les mines, plus de 30% chez les ouvriers du livre, et à contrario, il est bien plus bas dans certaines branches où le syndicalisme est plutôt marginal. Du coup, au niveau des luttes menées durant cette période, on a évidemment le 1er mai. Chaque année, on a une journée de grève et de manifestation le 1er mai, et la revendication phare de cette journée à chaque fois, c'est la journée de 8 heures. Alors, il peut y avoir d'autres revendications à côté, plus locales, plus dédiées à une entreprise même, mais les 8 heures, c'est au cœur. Donc déjà, on a ça chaque année. Après, on a d'autres grèves importantes durant la période. En 1892, par exemple, on a la grève des mineurs de Carvaux. Alors celle-là est provoquée parce qu'on a un des responsables du syndicat des mineurs, Baptiste Calvinac, qui est le maire de Carmaux, et la direction de la mine considère que cette fonction n'est pas compatible avec le titre de mineur, avec le poste de mineur, donc il est licencié. Aussi parce qu'il est socialiste, syndicaliste, et que la direction de la mine ne l'appréciait pas. Le problème, c'est qu'à l'époque, fonction de maire, c'est pas rémunéré. Donc pour être maire, il faut soit avoir un revenu à côté, soit être riche de base. Du coup, il s'en trouve sans revenu. Ses camarades refusent ce licenciement, se mettent en grève, et il y aura donc une longue grève qui va se dérouler pour tenter d'obtenir sa réintégration au sein du personnel, qu'il soit rémunéré
pendant qu'il est maire. Alors ça ne donnera pas satisfaction, mais ce fut une grève assez importante de la période. 3 ans plus tard, en 1895, on a également une grève de 3 mois à Champagnac. C'est une grande grève à l'époque, c'est une des grèves les plus suivies de l'époque. Donc Champagnac, c'est dans le Cantal, où il y a une mine de charbon, et les mineurs se mobilisent à partir du 17 mai 1895 jusqu'à mi-août. Donc c'est là, voilà, un long mouvement. C'est la grève la plus longue de l'histoire du Cantal. Et parmi les revendications, alors, il y a les questions de salaire, on a les questions aussi du rapport à la direction de la mine qui fait preuve d'autoritarisme, mais on a également la question du temps de travail, avec une revendication d'une journée de 8 heures dans les chantiers humides. Alors, il ne s'agit pas du coup encore d'étendre les 8 heures à l'ensemble des postes, mais on a déjà ces 8 heures, et la question de réduire le temps de travail qui est posée. Pareil, cette grève ne tiendra pas à satisfaction, il y aura quelques points lâchés quand même sur certains chantiers. Le temps de travail sera réduit dans les chantiers humides, et quelques avantages seront laissés en termes de relâchement de l'autoritarisme de la direction, mais sans laisser gain de cause sur l'ensemble aux mineurs, et il y aura ensuite une répression de ce mouvement social. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. De plus, donc la mine de Champagnac est une mine où il y a eu plusieurs mouvements sociaux, et ça fait l'objet de mon nouveau livre que j'ai écrit, Champagnac, terre de lutte, que je n'ai pas là ici physiquement parce qu'au moment où je tourne, le livre n'est pas sorti, mais au moment où vous voyez cette vidéo, le livre est sorti. Donc je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez voir où l'acheter, où vous procurer, en physique ou en ligne en fonction de là où vous habitez. Et vous pouvez aussi vous procurer mon livre précédent, Quand la mine s'arrête, qui porte sur la fermeture de la mine de Champagnac. Bref, revenons aux luttes pour les 8 heures. Et dans ces différents mouvements, on a aussi en 1907-1908 les luttes dans les carrières de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges, en Ile-de-France, où des personnes qui travaillent dans les ouvriers des carrières se mobilisent avec notamment la question de la réduction du temps de travail. Alors, on est dans des carrières où les conditions de travail sont dures, c'est physique, on reste sur de la poussière, on travaille dans la boue. Les journées sont à l'époque plutôt de 12 heures, 6 jours sur 7, pour un salaire de 50 centimes de l'heure. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment des conditions très mauvaises, et donc les ouvriers se mobilisent pour demander des hausses de salaire et que le temps de travail soit réduit, dans l'idéal à 8 heures, mais qu'au moins les 10 heures soient respectées. Puisque du coup, depuis 1900, normalement, il y a donc la loi Millerand qui impose la journée de 10 heures. Elle n'est pas respectée dans ces carrières, donc les ouvriers demandent à ce qu'au minimum on respecte cette loi. Ce mouvement sera réprimé assez durement, notamment par Clémenceau, qui est alors ministre de l'Intérieur, qui pourtant quelques années avant avait dénoncé la répression du mouvement ouvrier lors du 1er mai 1890-1891. Ouais, c'est pas la première fois que Clémenceau va se montrer hypocrite en appliquant une fois au pouvoir ce qu'il dénonçait avant. Mais cependant, malgré la répression, il y aura des concessions qui seront lâchées, les 10 heures seront respectées et le salaire va augmenter, tenez-vous bien, en passant de 50 centimes de l'heure à 55 centimes. Bon, c'est pas la révolution, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, on a l'année 1906, qui est une année importante, puisque ce 1er mai-là va être un grand 1er mai pour la journée de 8 heures. Déjà, cette année est marquée par la catastrophe de Courrières, en mars 1906, avec 1099 morts, la pire catastrophe industrielle de l'histoire française. Ça va provoquer un traumatisme pour le mouvement ouvrier et susciter un grand mouvement déjà chez les mineurs, un grand mouvement de grève dans les mines, et un mouvement de solidarité dans l'ensemble du mouvement ouvrier. Donc déjà, ça pose un terreau fertile pour que ce 1er mai soit un succès. Et la CGT décide alors de ne pas se contenter de demander la journée de 8 heures. De dire, on se met en grève ce jour-là, on manifeste, on demande la journée de 8 heures. Alors, on va le faire, mais on va aller au-delà. On va demander aux ouvriers de refuser de faire plus de 8 heures par jour. Alors, après le 1er mai, vous reprenez le travail, vous allez à l'usine, mais une fois que la 8e heure est terminée, vous partez. Quel que soit le nombre d'heures qu'il vous reste à faire, quoi que dise votre patron, vos supérieurs, vous partez. L'idée, là, c'est vraiment de l'imposer. Concrètement, vous voulez pas voter les 8 heures, tant pis, on fera quand même que 8 heures. Et ça va aussi dans une idée révolutionnaire, d'une organisation qui reste révolutionnaire, de tendance anarchiste, qui ne fait pas confiance aux élus pour voter des lois, et qui considère que les ouvriers aussi, en tant qu'anticapitalistes, doivent pouvoir gérer leur entreprise, leur outil de travail et leur temps de travail. Et donc, c'est à eux de décider leur nombre d'heures. Pour préparer cette journée, il y aura des tracts qui seront diffusés, des affiches collées, la presse socialiste va diffuser des appels, la presse syndicale également. On a une banderole sur le siège national de la CGT. Bref, c'est une grosse journée qui est bien préparée, et il y aura une grosse mobilisation du coup, avec également grèves et manifestations ce jour-là qui seront assez suivies. Alors après, le refus de faire plus de 8 heures par jour sera assez peu suivi dans les faits, et la journée de 8 heures ne sera pas obtenue en 1906. Il y aura quand même une avancée non négligeable, c'est le repos hebdomadaire obligatoire.
qui n'était pas obligatoire. Il l'avait été dans le passé, on avait le dimanche, le jour de repos le dimanche avant, et progressivement c'était tombé en désuétude, et dans les faits, peu d'entreprises l'appliquaient encore. Alors certains patrons le laissaient le dimanche ou une partie du dimanche libre pour que les ouvriers puissent aller à la messe, par esprit chrétien, mais c'était loin d'être généralisé, et donc en 1906, on revient à un dimanche de repos chaque semaine. Donc c'est quand même une avancée non négligeable pour le monde ouvrier. Après, bon, il y a plusieurs grèves qui continuent, on a des grèves dans les mines aussi, en 1914 on a une grève nationale des mineurs, et à Champagnac, pour y revenir, du coup, pareil, lisez mon livre si vous voulez en savoir plus, on a des grèves en juillet 1913, en février 1914, avant qu'il y ait une pause dans le mouvement ouvrier un peu forcée, avec la Première Guerre mondiale, durant laquelle on se rallie à l'Union sacrée. On va pas faire grève alors qu'on est... déjà beaucoup d'ouvriers sont sur le front, et que ceux qui sont encore à l'usine travaillent pour l'effort de guerre. Dans ce contexte-là, ça passe mal de faire grève, et il y aura très peu de grèves en 1914, 1915, 1916. Ça va reprendre à partir de 1917. J'en parle dans la vidéo sur la CGT durant la Grande Guerre. Mais, pour résumer, il y a quand même un élément important qui se passe cette année-là, la Révolution russe. Et oui, en 1917, on a une révolution d'abord anti-tsariste, puis communiste bolchevique en Russie, et un espoir révolutionnaire qui s'étend en Europe. On a des mouvements sociaux importants, insurrectionnels en Allemagne, en Hongrie, on a de grandes grèves aussi en Angleterre, en Italie, et en France aussi. En France, ça n'y manque pas, le mouvement social se renforce, déjà à partir de 1917-1918, et à la sortie de la Première Guerre mondiale, on a de grandes grèves. Fait chaud là-dessous. En juin 1919, on a une grande grève dans la métallurgie, en 1920, une grande grève chez les cheminots, avec plusieurs mouvements de solidarité, et des grandes manifestations. On a un 1er mai 1919 qui est très suivi, et aussi en avril, déjà avant le 1er mai, en avril, on a une manifestation rassemblant 300 000 personnes. Donc, on a vraiment une effusion révolutionnaire et surtout une peur de la révolution mondiale. Ce qui fait que, dans ce contexte-là, on va lâcher sur la journée de 8 heures. On va accorder, du coup, en 1919, à l'Assemblée nationale, en avril 1919, on va voter la journée de 8 heures. C'est donc voté par des forces politiques. Et donc, ça nous permet de nous intéresser alors aux piliers politiques. La journée de 8 heures est portée par les forces socialistes en France, qui sont diverses. Il y a plusieurs courants socialistes en France durant la période, avec plusieurs organisations du coup dans les années 1880, qui vont progressivement se rassembler. Je vous mets un schéma qui montre un peu cette structuration du mouvement socialiste en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici entre les différents courants, possibilistes, almanistes, guédistes. J'en parlerai dans une vidéo sur l'histoire du socialisme en France, enfin, dans une introduction à une série de vidéos sur l'histoire de la SFIO et du PS, et qui commencera donc par une vidéo sur le socialisme en France avant la SFIO. Mais déjà avec ce schéma, vous avez un peu une petite idée de ces différents courants, de leur structuration en deux principaux partis, puis fondation de la SFIO en 1905, ce qui permet d'avoir un grand parti socialiste et un socialiste qui gagne en influence politique. Puisque les mouvements socialistes rassemblent 5% en 1893, en 1906, la SFIO rassemble 10% des voix, plus des voix sur des socialistes indépendants, 13% en 1910, 16% à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on a une organisation qui gagne en influence et qui défend cette journée de 8 heures dans sa presse. Aussi, il y a des meetings, Jules Guest fait des meetings, des réunions publiques de soutien à la journée de 8 heures, et les parlementaires à l'Assemblée défendent la journée de 8 heures. Cependant, lorsque le texte sur les 8 heures sera finalement adopté, ça le sera alors qu'il y a une majorité de droite. En 1919, c'est la droite qui remporte les élections législatives avec le bloc national. Et donc, c'est une majorité largement de droite qui va voter la journée de 8 heures. Avec beaucoup de parlementaires qui la votent, qui sont contre la journée de 8 heures, mais qui cèdent face au mouvement révolutionnaire. Enfin, pour d'autres raisons également que j'expliquerai dans la vidéo suivante. Mais en tout cas, ce n'est pas une victoire politique qui a permis la journée de 8 heures. C'est essentiellement au final le pilier syndical qui a joué. En travaillant assez peu avec le pilier politique, il y a eu assez peu de contacts. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la CGT alors est encore dominée par les mouvements anarchistes qui sont très méfiants des mouvements politiques. Et c'est une différence par exemple avec 1936, avec le Front Populaire, où les acquis, notamment des accords de Matignon, les congés payés, la semaine de 40 heures, etc., a été permis à la fois par une grosse mobilisation ouvrière, mais également une victoire politique et une collaboration entre les deux branches du mouvement ouvrier. Là, c'est très différent. Alors, le pilier politique a quand même pu aider, notamment en popularisant aussi cette revendication, enfin en aidant les syndicats à populariser cette revendication, en faisant ainsi un élément phare revendiqué par les ouvriers, et faisant que pour le bloc national, c'était quelque chose sur lequel lâcher semblait assez évident.
Cependant, ce n'est pas magique, c'est pas on vote la journée de 8 heures, tout le monde travaille 8 heures par jour, c'est réglé, fini, voilà. Non, dans les faits, son application va être beaucoup plus lente et progressive. D'abord, revenons un peu sur le contexte. Elle est appliquée alors qu'il y a une vague révolutionnaire en Europe, une vague de contestation sociale, des grandes manifestations en France. Il y a 300 000 personnes à Paris le 6 avril 1919. On a des mouvements de grève importants. En Europe, plusieurs pays accordent la journée de 8 heures. En Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, dans certaines branches en Italie. Ce qui enlève au patronat l'argument du il y a la concurrence étrangère, si on travaille que 8 heures, on sera désavantagé. Non, ils le font ailleurs aussi. De plus, la France veut éviter de paraître en retard en termes de législation sociale vis-à-vis des vaincus de la Première Guerre mondiale, donc l'Allemagne et l'Autriche, qui du coup ont mis en place la journée de 8 heures. Elle essaie également d'avoir une position importante sur la scène internationale, et en fait, dans les différentes discussions qui ont lieu à ce moment-là, dans les différentes réunions internationales après la Première Guerre mondiale, on a la question sociale qui est abordée, donc notamment aussi la question de la réduction de temps de travail. Donc sous cette double pression, le gouvernement, l'inspection du travail, veulent négocier des mesures pour à la fois donc calmer les choses et apparaître comme avancées sur la question sociale. Et plusieurs options sont avancées, mais celle qui au final est retenue, c'est la journée de 8 heures. C'est Albert Thomas, ancien ministre de l'Armement, socialiste, qui va la négocier d'abord avec la CGT, qui propose plusieurs amendements, puis avec le patronat, qui certes est opposé à cette journée de 8 heures, mais qui décide finalement d'en accepter le principe, voyant bien qu'il pourra difficilement le bloquer, mais plutôt de négocier ensuite sur l'application. Les choses vont aller assez vite puisque les négociations ouvrent en janvier 1919 et en avril, la loi est votée. Les parlementaires votent cette loi sans la modifier, prenant du coup en compte l'accord trouvé entre les syndicats et le patronat, même y compris du coup beaucoup de parlementaires opposés, mais considérant qu'au vu de la situation, ils n'ont pas trop le choix. Cette loi est en théorie censée s'appliquer sur l'ensemble des territoires sous la souveraineté française, donc y compris les colonies, et la France va défendre au niveau international, notamment à travers l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'extension de la journée de 8 heures. Donc on pourrait penser que la France va être en avant-garde sur l'application de la journée de 8 heures. Cependant, dans les faits, la situation est plus compliquée que ça. Alors, certes, au début, elle est plutôt bien appliquée, surtout dans les grandes entreprises. Dans les petites, c'est un peu plus irrégulier. Mais globalement, les ouvriers et les syndicats considèrent que la loi est votée, donc elle doit s'appliquer, c'est le principe d'une loi, et de toute façon, ils n'accepteraient pas autre chose. Ils ne feraient pas plus de 8 heures, quoi que disent leurs patrons. Donc face à un mouvement social puissant, des syndicats puissants, le patronat accepte et la journée de 8 heures s'applique. Sauf certaines branches qui ne sont pas concernées par la loi, les professions libérales, l'agriculture, les fonctionnaires ou encore les employés de maison. Cependant, dès 1922, cette loi va être de moins en moins appliquée concrètement dans les entreprises, puisque en fait la loi prévoyait que pour qu'elle s'applique, il fallait des décrets d'application par branche qui soient promulgués, qui détermine les conditions d'application, notamment comment on compte le temps de travail, les heures supplémentaires possibles ou pas. Et en l'absence de ces décrets d'application qui doivent être négociés, la loi n'a aucune application, n'a aucune efficacité. Et dans le même temps, le mouvement syndical est affaibli par la scission de 1921 à 1922, CGT, CGTU. Ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus. Mais le mouvement syndical français est affaibli, ce qui permet plus facilement au patronat d'imposer à nouveau des journées plus longues, le temps que les décrets d'application entrent en action. Bon, en 1925, on a quand même beaucoup de professions où c'est le cas, mais il y a encore des endroits, la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, l'hôtellerie, où ce n'est pas encore appliqué. Ainsi, les boulangeries, ce sera en 1929, la charcuterie en 1930, et pour ce qui est des boucheries, on sera en 1931, mais uniquement dans la Seine. Donc vous voyez, le décret non seulement concerne qu'une seule branche, mais en plus dans une seule région française. Alors certes, c'est la Seine, il y a beaucoup de monde là-bas, mais on voit les limites des décrets d'application. De plus, si le patronat donc a accepté le principe des 8 heures, il va assez négocier du coup l'application de ces décrets pour obtenir un certain nombre de concessions pour en réduire l'efficacité. Alors, certes, dans le même temps, il y a aussi une lutte pour faire abroger le principe des 8 heures, des campagnes d'opinion, des projets de loi dans ce sens à l'Assemblée, mais globalement, on craint que si on le fait, il y aura un grand mouvement social, et donc du coup, on préfère la jouer plus fine, et donc obtenir des dérogations. Là-dessus, il y a plusieurs méthodes. Déjà, il y a sur le comptage du coup du temps de travail, notamment par exemple dans les mines, on compte que le temps au fond et pas le temps de descente et de remontée dans les puits pendant la journée de 8 heures. Ensuite, il y a le fait que c'est 8 heures en moyenne sur 6 jours par semaine.
Ce qui fait que s'il y a des jours fériés, on doit rattraper ces heures sur les autres jours. Ce qui permet dans les faits d'avoir plus de 8 heures par jour les jours travaillés. Il y a également la possibilité qui est négociée de rattraper si le travail s'arrête pour différentes raisons, notamment lorsqu'il y a des pannes d'électricité, ce qui permet d'avoir des heures à nouveau à mettre ailleurs. Et il y a également le fait d'obtenir des quotas d'heures supplémentaires par an, qui sont donc applicables plusieurs dizaines d'heures, parfois plus de 100 heures. Et ce qui permet du coup, dans certaines professions, dans certaines branches, d'accumuler pas mal d'heures supplémentaires avec ces différentes méthodes par an. Par exemple, dans le textile, la métallurgie, on est souvent autour des 250 heures supplémentaires qui sont distribuées dans l'année. On peut également avoir des périodes de l'année plus creuses où on fait moins travailler et donc rattraper avec des journées plus longues pour les périodes plus actives. Et donc dans les faits, les journées de travail sont plutôt autour des 9-10 heures plutôt que de 8 heures. Et la CGT, du coup, durant les années 20, va surtout se battre pour faire appliquer les 8 heures. Alors il y a donc la CGTU qui lance des grèves plus revendicatives sur des nouvelles revendications, des hausses de salaire, etc. La CGT est moins revendicative, voilà, mais elle, du coup, c'est surtout l'application de la législation sociale et notamment les 8 heures, avec des négociations et donc également des grèves moins nombreuses que celles de la CGTU. Et par exemple à Champagnac, en 1929, il y aura une grève qui est un peu importante, en fin d'année 1929, et avec comme revendication, du coup, le fait d'avoir vraiment les 8 heures, parce qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont dénoncées par le syndicat, y compris du coup CGTU. La CGT dénonce aussi, mais elle va chercher plus à négocier. La CGTU va lancer la grève. Ça sera un échec. Mais globalement, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, j'en parle dans mon livre Champagnac, terre de lutte, puisque j'ai fait mon mémoire sur la mine de Champagnac, et j'ai écrit un livre sur les mouvements sociaux à Champagnac. Donc je vous mettrai les informations en description si vous souhaitez vous le procurer. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les combats de la période qui sont plus du coup faire appliquer la loi plutôt qu'obtenir de nouvelles lois sociales. Par la suite, du coup, dans les années 30, le temps de travail diminue, mais ça c'est à cause des effets de la crise économique qui touche la France. La production diminue, donc soit on licencie, soit on diminue le temps de travail. Donc il y a des journées chômées où on diminue le nombre d'heures par jour, mais avec des baisses de salaire. Donc là, c'est plutôt une réduction du temps de travail imposée plutôt que voulue. En 1936, avec les avancées du Front populaire, la journée de 8 heures est à nouveau bien appliquée, même plus qu'à nouveau, si on prend en compte les premières années, donc on peut dire à nouveau. Mais en tout cas, on a une période où la journée de 8 heures est bien appliquée. Mais en 1938, on revient sur les avancées du Front populaire, on relance aussi la production d'armement avait déjà été relancée par le Front populaire, mais on rallonge à nouveau le temps de travail pour accélérer la production. Durant l'occupation, avec les problèmes de pénurie, là aussi le temps de travail va être long, on aura souvent des semaines plutôt autour des 60 heures. De même à la libération avec la bataille de la production, il faut reconstruire le pays. Et c'est donc qu'après 1948 que la journée de 8 heures rentre vraiment dans les normes, même si ce n'est pas une limite à la journée de travail, mais plutôt une moyenne. Et même il y a quelques années, quand j'ai travaillé en usine, donc autour des années 2014, 2015, 2016, avant de faire d'autres travail, je faisais parfois des journées de 11 heures. On commençait à 6h du matin, on finissait à 18h, on avait une heure de pause, donc ça fait 11 heures de travail. Donc voilà, mais donc on voit que même encore aujourd'hui, la journée de 8 heures n'est pas totalement imposée. Et de même, son extension internationale va rencontrer des difficultés, des oppositions importantes, de nombreuses demandes de dérogation de différents pays. Peut-être que ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Je ferai également une vidéo sur l'histoire de la réduction du temps de travail en France, au-delà de la journée de 8 heures. Et j'espère donc du coup, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, à aimer cette vidéo, la partager, la commenter, ça nous aide beaucoup. Au revoir tout le monde.